vous souhaiter la bienvenue et vous dire que toute la rédaction se réjouit de vous accueillir aujourd'hui pour cette importante interview. Nous disons importante interview parce que nous savons que vous dirigez un programme très important. Je pense que c'est l'un des programmes les plus importants aujourd'hui du Sénégal, auquel le chef de l'État vraiment attend beaucoup. Donc nous avons vraiment hâte de vous voir répondre à nos questions parce que nous savons d'avance que vous allez le faire avec beaucoup de brio, comme nous avons souvent l'habitude de voir à travers vos différentes interventions. Et nous savons aussi que vous êtes avec un confrère qui connaît bien les médias, donc vous êtes bien conseillé, donc on n'a pas de doute là-dessus. Donc cette interview, nous allons la réaliser avec une équipe de reporters aguerris, à la tête desquels il y a la chef du service santé, Khadijatou Sakho. Donc, pour éviter de vraiment faire durer cette interview, on va tout de suite entrer dans le vif du sujet avec les premières questions qui vous seront adressées par Sokhna Khadijatou Sakho. Merci, monsieur le directeur de l'information. Merci aux deux directeurs généraux présents. Monsieur le directeur de l'Agence de la couverture maladie universelle, Dr Bocar Mamadou Daf, nous souhaitons la bienvenue à l'Agence de presse sénégalaise. Pour démarrer cette interview, exactement il y a 10 ans, le 20 septembre 2013, le chef de l'État a lancé l'Agence de la couverture maladie universelle, en tout cas au Sénégal. Quel bilan peut-on tirer justement de la mise en œuvre de ce programme actuellement? Bonjour à tous. Je voudrais en tout cas vous remercier pour votre invitation et j'y réponds avec beaucoup de plaisir et beaucoup d'enthousiasme parce que je sais que votre agence, c'est une agence qui traduit la réalité de ce qui se passe sur le terrain et c'est avec toujours optimisme qu'on se présente à vous pour partager ce que nous sommes en train de faire. Je suis venu avec mon équipe. Effectivement, depuis 10 ans, le chef de l'État a lancé le programme de la CEV. Ce programme avait pour but de permettre aux populations, notamment ceux qui sont du monde rural et du secteur informel, la population la plus démunie, d'accéder aux soins sans vraiment que leur poche en souffre, pour être plus simpliste. Vraiment pour qu'ils ne tombent pas encore davantage dans les pièges de la pauvreté du fait des dépenses de soins. Parce qu'en son temps, on avait constaté que pratiquement 55% des ressources qui viennent dans la santé étaient payées par les ménages. Et que sur la même période, il n'y avait que 20% de la population qui était couverte par un programme d'assurance maladie. Il nous a demandé d'intervenir donc au niveau de ces cibles que je viens de décrire, et notamment par deux approches principales. L'une des approches, c'est de voir ceux qui peuvent contribuer et les insérer dans ce qu'on appelle les mutuelles de santé. À partir de ce moment, on a dit qu'il faut au moins une mutuelle de santé, une commune, une mutuelle de santé. Nous sommes arrivés à 676 mutuelles de santé en son temps. Et le schéma qui avait été retenu, c'était que la cotisation pour les soins était de 7 000 francs, dont les 50% seront pris en charge par l'État. L'autre volet, c'était ce qu'on appelle l'assistance médicale, ce qui est communément appelé la gratuité des soins, qui couvrait soit des cibles, soit des programmes. Par exemple, pour les femmes enceintes, si elles devaient avoir une césarienne, c'était gratuit. Si vous prenez les enfants de moins de 5 ans, bon, ce sont des gens qui ne sont pas capables de dire de quoi ils souffrent. Donc, c'est véritablement ceux qui sont dans le besoin, même si les parents ont les moyens. Et donc, qu'on puisse les prendre en charge. Et ensuite, il y avait les personnes âgées, ceux qui étaient actifs, qui ne le sont plus. Il faut aussi, ce sont nos seniors, et culturellement, il faut les soutenir. Donc, c'était tout à fait logique qu'on puisse les prendre en charge. À cela, il s'ajoute ceux qui avaient des maladies chroniques. En l'absence d'assistance,
on perdait ces individus-là, mais ce sont des acteurs des Sénégalais aussi qui ont droit aux soins, c'est ceux qui ont une insuffisance rénale chronique. Sans la dialyse, on ne peut pas les prendre en charge. Pour résumer ce qui a été fait jusqu'à aujourd'hui, c'est que nous sommes passés de 20% à 53,2% de la population qui est couverte. C'est-à-dire qu'au moins un Sénégalais sur deux peut accéder à des soins grâce à ce programme. La deuxième chose qu'il faut retenir, c'est que dans l'assurance maladie, donc les mutuelles, on a intégré plus de 4 500 000 personnes, dont les 2 47 000 viennent de ce qu'on appelle les bénéficiaires des bourses de sécurité familiale ou des cartes d'égalité de chance. Ceux-là, naturellement, vous le comprenez, c'est ceux qui sont les plus démunis. Parce que si on vous donne une bourse de 25 000 francs, votre enfant tombe malade, ou bien votre épouse tombe malade, ou bien votre époux tombe malade, de quand vous allez, la première ordonnance, ça annihile toutes les ressources qu'on vous avait données. C'est pourquoi le chef de l'État a demandé à ce qu'on intègre ces gens-là dans les mutuelles, y compris leur famille. Alors vous voyez ici la bourse, c'est 25 000 francs, les gens le chantent souvent, mais du côté de l'assurance maladie, pour un ménage d'environ 8 personnes, c'est environ 8 fois 7 000. Et même 8 fois 10 000 parce qu'il y a beaucoup les éléments pour intégrer, les photos, etc. Tout ça, c'est autour de 10 000 francs. Donc ceux-là aussi ont été intégrés. Du point de vue de l'assistance médicale, aujourd'hui, on peut dire qu'il y a eu 14 700 000 cas d'enfants qui ont été vus durant cette période. 14 millions, il y a environ 3 millions d'enfants, 2 500 000, mais ce sont des gens qui reviennent. C'est par épisode. Donc à chaque fois qu'ils sont malades, ils ont l'opportunité de venir se soigner. Et généralement ici aussi, c'est important de le dire que 75 à 80% de ces soins peuvent être pris en charge au niveau des soins de base, c'est-à-dire les postes de santé et les centres de santé. Nous avons réalisé 850 000 séances de dialyse. Une séance de dialyse, ça coûte 60 000 francs. Chaque patient a droit à au moins 3 séances de dialyse par semaine pour être maintenu en vie. Ça aussi, c'est important. Alors, soit une cohorte cumulée de 5 300 personnes que nous suivons. On a effectué 147 000 cas de césarienne. La césarienne coûte 85 000 francs. On a aussi pu prendre en charge 647 000 seniors durant le processus. Quand on considère que ceux qui sont âgés de 60 ans et plus représentent environ 7% de la population, on peut se dire que pratiquement chaque personne âgée de 7 ans a pu bénéficier de ce programme. Au total, donc, nous avons versé quelque chose comme 85 milliards 700 millions dans les structures de santé à travers les régimes de gratuité. Et nous avons appuyé à hauteur de 25 milliards les mutuelles de santé. Et ensuite, il y a les parties d'accompagnement, la formation, la supervision, la capacitation, l'appui conseil, qui nous ont amenés à environ 2 milliards à 3 milliards. Donc voilà en résumé donc, ce que nous avons fait. C'est dire que c'est un programme qui est visible, probablement quand vous êtes en ville, vous ne le sentez pas. Mais comme c'est dédié à la population rurale, cela, ils ont bien compris. Et voilà, et je pense que ce n'est qu'une étape. Nous sommes aussi en train de progresser. Merci, Monsieur le Directeur général. À la création de l'agence de la CMU en 2017, l'un des objectifs phares était d'atteindre 75% de taux de couverture. Aujourd'hui, est-ce que le Sénégal a-t-il réussi? Le Sénégal a très bien réussi. Parce que, vous savez, hein, pour ceux qui connaissent l'assurance maladie, quand on dit que les gens veulent atteindre 75% sur une période de 5 ans, ça c'était, excusez-moi, un peu de l'utopie. Si vous prenez le cas du Japon, qui a commencé son programme en 1938, ce n'est qu'en 1962 qu'ils ont atteint la couverture sanitaire universelle. Alors, si on fait des pas de géant, passant de 20 à 53%, avec les moyens que nous avons,
il faut se féliciter que véritablement le Sénégal a fait des efforts et le Sénégal passe pour être un programme phare dans le cadre de la sous-région, avec tout ce qui est en train d'être fait. À ce niveau, vraiment, nous sommes, pour nous les experts, véritablement très satisfaits. Maintenant, nous comprenons que les gens qui avaient pris l'objectif étaient très ambitieux, voulaient tout de suite couvrir tout le monde, mais ils n'avaient pas tenu compte de certains paramètres. Parce que vous savez, bon, vous êtes dans la communication. Pour faire adhérer quelqu'un, il faut bien que vous lui parliez, qu'il comprenne, qu'il ait un engagement, qu'il accepte de faire le saut. Quand je disais tout à l'heure qu'il y avait des limites, c'est parce que simplement nous sommes dans un système volontaire et pas un système obligatoire. Le volontariat, pour ce qui concerne la maladie, on ne sent la nécessité d'aller se soigner que lorsqu'on tombe malade. En l'occurrence, lorsqu'on est jeune, on n'est pas souvent malade. Or, la population sénégalaise, elle est essentiellement jeune. Donc, ces acteurs-là, ils n'ont pas d'aversion pour le risque. Hein? Donc, ils vont même vers le risque. Ce qui fait qu'ils ne viennent pas adhérer spontanément. Donc, c'est ça l'une des limites de ce programme. Et probablement, il faut d'autres arguments pour améliorer la situation. Monsieur le directeur général, est-ce qu'aujourd'hui, on peut savoir exactement le nombre de bénéficiaires pris en charge par les mutuelles de santé? J'ai dit qu'il y a environ 4 500 000 personnes qui sont prises en charge. Et parmi eux, les 2 400 000 sont des bénéficiaires classiques. C'est-à-dire que ce sont eux qui viennent volontairement cotiser. Et il y a 2 47 000 environ qui viennent soit des bourses de sécurité familiale et des cartes d'égalité de chance. Maintenant, il y a des élèves dedans, il y a des ndongo dara parmi eux, et puis il y a une trentaine de mille qui sont pris en charge par les collectivités territoriales. Vous l'avez tantôt évoqué avec la gratuité. Et certains hôpitaux parlent souvent des dettes qui leur sont dues, compte tenu de ces gratuités, justement. À votre niveau, quelles sont les mesures qui sont prises pour réguler ce problème? Je crois qu'il faut se féliciter qu'on dise qu'il y a de la dette. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est important qu'il y ait cette dette-là. Parce que ça signifie simplement que les Sénégalais vont dans les structures de santé se soigner et que ce mécanisme leur garantit l'accès aux soins. Maintenant, les hôpitaux, c'est des structures étatiques parce qu'on travaille avec une structure publique. Nous sommes une structure publique. Et nous avons quelqu'un qui est là pour servir d'arbitrage, de garantir un peu que le programme se poursuit. Notamment parce que c'est le chef de l'État qui s'est engagé au plus haut niveau pour qu'il y ait la solidarité dans le cadre de l'accès aux soins, qu'il y ait de l'équité dans le cadre de l'accès aux soins. Ce qui fait que lorsque ces dettes-là sont là, qu'on les évalue et qu'on les certifie, on trouve toujours le moyen de les payer. À 2 reprises, l'État, donc quand on a évalué, nous a donné 15 milliards pour solder ces dettes-là. Et tout récemment aussi, il nous a donné 10 milliards pour solder ces dettes. Donc, il n'y a pas de péril à la demeure. Les choses se passent très bien. Maintenant, dans les procédures, il y a souvent de petites difficultés parce que simplement, avant qu'on nous envoie la facture, c'est des mois. Les gens utilisent des occasions spécifiques, c'est bientôt la Tabaski, c'est bientôt l'ouverture des classes, c'est bientôt le Ramadan. Et à partir de ce moment, les factures viennent en masse. Mais ces factures-là aussi, nous ne sommes pas des payeurs aveugles. On les regarde, on certifie, on enlève des parties qui ne sont pas, et puis on le retourne en leur disant donnez-nous la bonne facture parce que ça et ça et ça, ce n'est pas éligible. Et à partir de ce moment, on paye. Vous voyez, ce processus-là, qui est un peu lent, nous amène à retarder un peu les paiements, mais c'est toujours clair que ces acteurs-là vont être payés et je crois qu'ils l'ont bien compris. Et c'est pourquoi il n'y a personne d'entre eux qui a jamais pratiquement dit que je vais cesser en tout cas de prendre en charge les cibles là parce que nous sommes les premiers, les actionnaires majoritaires, en tout cas dans le secteur de la santé aujourd'hui, en couvrant 50% de la population. Merci, monsieur le directeur. Moi, j'aimerais que nous abordions les défis. Vous en avez évoqué un concernant le défaut de communication, mais de manière plus exhaustive, quels sont les défis auxquels aujourd'hui que le programme couverture maladie universelle doit relever et comment justement les relever, les résoudre? Très bien, ça c'est des sujets très intéressants, ça va nous amener plus ou moins vers les perspectives. Le premier défi d'un système d'assurance maladie, c'est la soutenabilité. C'est-à-dire qu'il faut avoir les ressources nécessaires pour couvrir les gens.
Au début, quand on avait commencé, l'allocation de ressources était autour de 10 milliards. Je me rappelais que les gens étaient tellement enthousiastes. Sur 10 milliards, on se disait que vraiment là, on est gâté. Mais aujourd'hui, nous sommes autour de 23 milliards. Mais ça ne règle pas notre problème. Nous savons qu'à l'état actuel, avec les 53%, nous estimons qu'il nous faut 65 milliards pour pouvoir véritablement faire notre travail correctement. Des évaluateurs externes ont pensé qu'il nous faut 89 milliards. Vous voyez déjà que ça, c'est un défi. C'est un défi important parce qu'en réalité, il faut permettre aux populations d'accéder sans qu'il y ait trop de problèmes et qu'il y ait des soins de qualité. Parce que les structures de santé aussi ont besoin, à partir de ces ressources-là, d'améliorer leur plateau technique, d'améliorer la qualité des prestations, etc. Et c'est ça qui va donner la satisfaction des populations. Donc ça, c'est un défi majeur. Le deuxième défi, c'est effectivement la communication. Il faut que les Sénégalais comprennent qu'on doit aller dans le sens de la solidarité et que la solidarité, l'entraide, la mutualisation des efforts, c'est ça qui va nous permettre d'avoir un État cohérent qui vraiment va dans le sens du développement. Donc ça, c'est important. Le troisième défi, c'est que la génération des connaissances, nous ne pouvons pas le faire par du papier. Donc, il nous faut digitaliser. Ce que nous souhaitons aujourd'hui, c'est que chaque Sénégalais puisse être immatriculé, puisse être identifié, puisse être authentifié, qu'on puisse lui donner une carte individuelle et qu'avec cette carte-là, il puisse avoir ce qu'on appelle la portabilité, qui lui permette de quitter Ziguinchor, de venir à Dakar, en cas de maladie, qu'il puisse se soigner sans encombre et que les factures puissent être transmises là où il faut, n'est-ce pas, dans les délais. Ça, c'est très, très important. C'est pourquoi la digitalisation, on ne peut pas s'en passer. Et à partir de cette digitalisation, les factures sont émises, les situations morbides aussi sont émises. Quel est aujourd'hui le profil épidémiologique des Sénégalais? Nous pouvons l'avoir, mais il faut du temps, il faut payer des gens. Mais si on avait paramétré cela à partir de la digitalisation, on peut avoir ces connaissances très rapidement et essayer d'avancer, apporter les changements qu'il faut avant qu'il ne soit trop tard. L'autre défi, qui est aussi important, c'est que nous savons que l'assurance maladie ne fonctionne pas avec le volontariat. L'assurance maladie, c'est de l'obligatoire. Comme par exemple, on avait dit, si quelqu'un veut avoir un permis de conduire désormais, il lui faut montrer son groupe sanguin. C'est de l'obligation sans le gendarme. Donc on peut trouver plusieurs mécanismes dans le pays qui permettent notamment aux Sénégalais, quand tu dois chercher un acte administratif quelconque ou bien tu dois bénéficier d'une prestation, qu'on te dise d'abord qu'il faut montrer que tu es assuré. Si tel est le cas, tout le monde va s'assurer. Il y a d'autres qui ne pourront jamais payer pour se faire assurer. Et ça, c'est la responsabilité de l'État de les prendre en charge. Je pense que les ressources qui sont mises en place à partir de cette assistance médicale, c'est un bon début comparé à ce qui se passe véritablement dans la sous-région. Donc les défis sont nombreux. Je crois que je vais m'arrêter à ça parce qu'il y en a beaucoup. Mais je crois que c'est l'assurance maladie qui est comme ça et c'est quelque chose de passionnant. Maintenant, la loi sur la couverture maladie universelle est-elle une solution aux obstacles à la mise en œuvre du programme? Oui, si nous avons la loi, ça signifie que simplement, ça va nous permettre véritablement de dire comment on va faire adhérer les populations et comment on va financer le programme. Cela est important. Dans quelle mesure on peut rendre cela obligatoire? Donc, on avait préconisé une loi. Tout récemment, le chef de l'État a demandé à ce qu'on l'intègre dans le Code unique de sécurité sociale. Nous l'avons intégré dans le Code unique de sécurité sociale avec 4 régimes. Donc, cela, c'est maintenant acté. Le document est en circularisation. Nous espérons que d'ici quelques mois au plus, ou bien 1 ou 2 mois, normalement, ça devrait pouvoir être acté. Une fois que c'est fait, ça passe à l'Assemblée nationale, c'est fini. On aura une loi qui rend obligatoire maintenant l'assurance maladie. Maintenant, il va rester les modalités pratiques qui nous permettront de l'appliquer. Mais je crois que c'est essentiel, cette loi-là. Sans elle, on ne peut pas aller loin. Moi, je n'avais pas de questions, mais vous avez évoqué le numérique, le digital, parmi les solutions. Ici au Sénégal, il y a beaucoup en tout cas, il y a des startups qui évoluent dans ce domaine-là, qui allient technologie et sciences. Des jeunes pousses. Est-ce que vous, parmi les solutions, vous pensez à
faire des collaborations avec ces jeunes qui sont des Sénégalais et qui produisent des solutions qui sont vraiment intéressantes. Nous sommes ouverts à tout, mais je rappelle simplement que nous avons notre plateforme qu'on appelle le Siggi CMU, qui a plusieurs aspects. Le premier, c'est ce qu'on appelle le Gestam, qui gère les bénéficiaires. Donc, lorsque vous arrivez, vous adhérez à une mutuelle, ou bien vous êtes dans l'assistance, on vous intègre, on vous identifie dedans, on donne les différents paramètres, votre mutuelle d'origine, etc. Et on le met en lien avec ce qu'on appelle le SITFAC, là où on va payer au niveau de la structure de santé. Donc, à ce niveau-là, quand l'individu vient, sa facturation est générée tout de suite. La partie qui concerne la mutuelle est envoyée instantanément, les 80%, et les 20%, le patient paye sur place et bénéficie de ces prestations. Ces prestations aussi sont mentionnées toutes dans le SITFAC qui permet donc de faire le point sur le coût de ce que ça a coûté. À côté de cela, nous avons ce qu'on appelle le Sunu CMU, qui aussi permet à quelqu'un, vous comme moi, si vous voulez adhérer à une mutuelle, d'entrer dans la plateforme et puis d'adhérer à une mutuelle que vous préférez, vous payez sur l'année, sur les 6 mois, etc. Et tout de suite, on vous donne l'information comme quoi que vous avez adhéré et vous pouvez bénéficier après la période d'observation de ces soins. Nous avons aussi ce qu'on appelle le Sama CMU. Ça, c'est que l'ensemble des prestataires de soins, les médecins, experts, voilà, les spécialistes, sont tous dans la base. Si aujourd'hui vous habitez quelque part et c'est géolocalisé, si vous voulez aller voir un gynécologue, on peut vous dire à pied quel temps vous allez faire, à voiture, qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce que vous devez faire pour pouvoir y arriver. Donc ce système-là, il est là. Nous envisageons aussi de générer des cartes individuelles, comme je l'avais dit tantôt, pour permettre à quelqu'un, même si c'est avec le téléphone, de le poser avec QR code et puis de sortir l'identité de l'individu et de vérifier que c'est conforme et il peut accéder à la structure. C'est un phénomène, c'est une situation que nous avons développée. On va l'expérimenter bientôt à Sédhiou, sur une partie de Dakar, dans les régions qui sont appuyées par la JICA, à savoir Thiès, Tambacounda, Diourbel. Et puis sur 6 mois, on verra l'opération arriver, on va corriger les petits éléments et puis on va passer à l'échelle. Maintenant, si d'autres ont des facilités, des choses plus intelligentes, mais nous sommes preneurs. Ce qu'on aime, c'est la performance. Alors déjà, tout de suite, parlant de la dette due aux structures sanitaires, 7 milliards, c'est vrai que c'est une somme conséquente. Mais est-ce que votre agence n'est pas souvent confrontée à des refus de certains hôpitaux, voilà, de prendre en charge des gens qui ont déjà soumissionné pour, à des mutuelles? Non, ce qui se passe, c'est les gens c'est des structures d'État, hein, c'est des structures publiques, ce sont des agents publics qui sont là-bas, c'est la politique de l'État. Et je ne pense pas qu'un directeur puisse prendre la responsabilité de se dire je ne veux pas prendre tel ou tel. Maintenant, dans la façon de prendre en charge, il peut y avoir des cas, on vous dit qu'il n'y a pas tel intrant, il n'y a pas ceci. Bon, c'est des lenteurs qui sont peut-être même plus ou moins voulues, parce que simplement les gens se disent que bon, voilà, la CMU va payer tardivement, donc on risque d'avoir des ruptures d'intrants, etc., etc. Et on essaie de trouver des mécanismes qui font que parfois le client n'est pas satisfait. Ça arrive. Mais ça, c'est aussi quelque chose de logique. Ce qu'on appelle le comportement du prestataire, le comportement du consommateur. Dans l'assurance maladie, ces mécanismes-là existent. Et nous avons les moyens, ce qu'on appelle la gestion des risques, de contrôler tout ça. Et c'est justement il y a 2 jours, nous avons eu des rencontres avec les EPS où véritablement ils ont reconnu l'importance de ce que nous sommes en train de faire. On leur a proposé un schéma, c'est de mettre des bureaux CMU à l'intérieur des structures de santé. Comme ça, si notre client vient, nous sommes chargés de l'accompagner pour nous assurer que la prestation est effective, que la prestation est une prestation de qualité et que la prestation est opportune. Parce que parfois aussi, il y a des surconsommations, il y a des abus, on prescrit quelque chose qui n'était même pas nécessaire. Donc tout ça, on le corrige et nous, on prend en compte tout de suite ces informations, ce qui fait qu'à la fin du mois, le rapport il est fait et nous espérons dans ce cadre-là pouvoir payer sans trop de difficultés. C'est des choses qui sont connues, c'est des choses qui arrivent, mais c'est des choses qui nécessitent en tout cas des conventions ou bien même une sorte de légifération qui permettra de régler ces questions-là dans le temps. Comme c'est un programme nouveau, ça aussi il faut le reconnaître, malgré les 9 ans qu'on a. Il
faut dire que nous sommes encore un bébé. Hein? Voilà, c'est encore un bébé à l'échelle de ce que l'assurance maladie représente. Donc tous les éléments qui entrent en ligne de compte pour avoir la robustesse qu'il faut pour le programme, c'est du temps et c'est des réformes. Et tout de suite, bon, vous avez parlé des défis et justement, on parle de plus en plus de couverture sanitaire universelle aujourd'hui. Voilà, quelle est la place du Sénégal dans cet idéal-là surtout? La couverture sanitaire universelle, c'est le principe de ne laisser personne au bord de la route. C'est plusieurs aspects. Les gens parlent de l'offre et de la demande. Il faut que l'offre soit disponible et de qualité. Il faut que la demande soit solvable. Et ça, nous sommes du côté de la demande. Il faut aussi prendre en compte certaines dimensions. Par exemple, l'accès à l'eau, les infrastructures, l'électricité, c'est autant d'intrants qui entrent dans ce cadre-là pour faciliter un peu l'accès aux soins. Et peut-être même pour réduire le fardeau de la maladie. Ça, c'est important. Mais moi, ce que j'ajoute souvent, je pense que quand on dit que c'est un trépied, moi, le trépied que je préfère, c'est la gouvernance. C'est que dans ce qu'on est en train de faire là, il faut qu'on s'assure que, par exemple, chaque franc est bien utilisé. Si on arrive à le faire, véritablement, on peut s'en sortir. Mais la CSU, c'est autant le ministère de la Santé que nous-mêmes, mais aussi d'autres secteurs qui contribuent à assurer cette CSU-là. Je crois que le Sénégal, avec les filets sociaux que le chef de l'État a mis en place, ça permet véritablement d'aller de l'avant. Et le Sénégal est un des pays vraiment phares dans ce domaine. Les preuves, c'est juste comment nous avons pu gérer Ebola, c'est comment aussi nous avons pu gérer la pandémie qui vient de passer là avec la Covid-19. Ça prouve simplement que le Sénégal est un grand pays et que le système, il est solide. Et nous pensons qu'avec le temps, nous allons y arriver. Peut-être, monsieur le directeur général, si vous pouvez revenir sur les réformes. Parce que vous avez enclenché beaucoup de réformes au niveau de l'agence. Vous avez tantôt parlé des bureaux CMI. Quelles sont les réformes sur lesquelles l'agence est actuellement en cours? Oui, les réformes sont nombreuses. Il y a les bureaux CMI, mais avant tout, il faut dire que nous avons pensé que c'était important de réduire, de défragmenter. Ça, c'est important. Alors, quand vous prenez 776 mutuelles, c'est beaucoup. Pour les superviser, ce n'est pas évident. Pour les accompagner, ce n'est pas évident. Nous avons pensé donc qu'il fallait se concentrer. Donc, ça, c'est l'une des premières réformes qui a plus ou moins abouti. La deuxième réforme, c'est la digitalisation, donc, que j'ai évoquée tout à l'heure, que nous sommes en train de terminer. La troisième réforme, c'est l'immatriculation de chaque Sénégalais qui entre dans ce cadre-là pour permettre de connaître chacun. C'est comme la carte nationale d'identité, comme votre carte bancaire, etc. etc. La troisième réforme, c'est les bureaux CMI. C'est les relations que nous avons avec les prestataires. Donc, c'est de faciliter un peu ce type de relations. La quatrième réforme, c'est un peu nos relations avec les structures de santé. C'est-à-dire que maintenant, il faut des conventions, qu'on signe des conventions, qu'on parle de tarifs préférentiels, etc. etc. D'autres réformes aussi qui sont des réformes importantes, c'est que tout à l'heure, vous avez vu, j'ai dit que les BSF et les cartes d'égalité de chance sont intégrées dans les mutuelles. Récemment, le chef de l'État a pris un décret qui nous demande de gérer directement ces personnels-là. C'est-à-dire que nous allons leur délivrer une lettre de garantie et ils vont aller faire les soins, on nous envoie la facture. Ça, c'est pourquoi? Parce que simplement, ils sont répartis un peu partout au Sénégal. En raison de l'asymétrie de l'information, certains peuvent ne pas pouvoir bénéficier de ces prestations parce qu'ils ne savent pas où ils doivent aller. Et donc, nous, on essaie de prendre ça en charge pour que chacun puisse donc accéder aux soins quand il en a besoin. Ça, c'est important. Bon, donc voilà un peu ce que je peux dire pour résumer. Donc, l'autre chose aussi, c'est la loi sur, comme je l'ai évoqué, la sécurité sociale, hein, le truc unique sur la sécurité sociale. L'autre point qui est aussi important, je crois que c'est les modes de financement donc, que nous allons revoir parce que
les 50% qu'on donnait de cotisation, nous pensons que maintenant c'était un accompagnement et que les gens doivent pouvoir véritablement payer leurs cotisations sans encombre. Cela parce que la mutuelle aussi, il faut que les gens comprennent que ce n'est pas pour les pauvres. Un pauvre ne peut pas adhérer à une mutuelle. C'est pour ça qu'on a mis de l'assistance. Donc ceux qui peuvent payer doivent payer. Ceux qui ne peuvent pas payer doivent être accompagnés. C'est ça qui est juste. Et on nous a aussi demandé, justement, au lieu de parler de CMU, où il y avait beaucoup de discussions sémantiques, scientifiques, le président a demandé de changer le décret en décret CSU. Donc, agence pour la CSU, pour la couverture sanitaire universelle. Vous savez que quand vous avez un système d'assurance, vous pouvez aussi avoir votre infrastructure sanitaire et permettre aux gens d'aller se soigner. Donc là, ce sont des modalités qui sont possibles. Nous pensons aussi qu'avec les séances de dialyse, il faut qu'on revoie notre partenariat avec CNPNA pour voir un peu, au lieu que nous soyons des acheteurs de kits, c'est ça un peu le mécanisme, nous allons acheter la prestation. C'est de nous assurer qu'effectivement, ceux qui en ont besoin ont réellement obtenu la séance de dialyse. Et nous, on paye la séance de dialyse et non plus les kits pour qu'on va affecter au niveau des structures de santé. Donc c'est autant de choses que nous sommes en train de faire. Je suis sûr que je n'ai pas tout dit, mais vous voyez que c'est un chantier qui est grand. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur le Directeur Général. Je pense qu'on est arrivé au terme de cette interview qui a été vraiment riche. On a eu droit à des réponses très claires. Vraiment, nous sommes satisfaits, je pense, sous le contrôle du Directeur Général de l'APS. Merci beaucoup, en espérant vous revoir très bientôt à l'APS parce que la maison vous est ouverte. Vous êtes un partenaire très fidèle et de longue date. Merci beaucoup. Merci. Merci. Nous avons commencé un partenariat, mais c'est le début. L'année prochaine, Inch'Allah, les choses vont changer. Et on vous félicite. En peu de temps, bon, vous êtes devenus trop visibles même. Hein? Donc, c'est une bonne chose.